Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, cette conférence sera effectivement en français, mais je pourrai répondre à vos questions en anglais si besoin par la suite. Et donc, j'ai traduit le PowerPoint pour que ceux qui sont plutôt de Suisse alémanique puissent aussi suivre en même temps. Donc, juste une précision. À l'origine, je suis psychologue chargée de prévention. Donc, j'ai été d'abord sur le terrain professionnelle du développement des compétences psychosociales, puis je suis devenue chercheur dans ce champ, donc il y a une quinzaine d'années, pour essayer de répondre à ce nouveau défi qui concerne aujourd'hui les établissements scolaires, pour trouver un meilleur équilibre finalement entre instruction d'une part, donc les aspects de l'apprentissage disciplinaire, et l'éducation d'autre part, qui concerne le développement de compétences qui vont être utiles tout au long de la vie. Donc aujourd'hui, on sait que les chiffres sont peu réjouissants, à la fois pour la France et pour la Suisse, autour des questions de harcèlement scolaire notamment, avec quasiment un élève sur 3 qui est concerné aujourd'hui par des questions de harcèlement scolaire à différents âges de la vie, mais en particulier au moment de la transition vers l'adolescence. Avec donc ces problématiques s'accompagnent du développement de problèmes de santé mentale. Donc chez les adolescents, 19% des garçons, 16% des filles à l'adolescence sont concernés par des problématiques de santé mentale qui vont affecter bien sûr la scolarité. À l'origine, moi je suis spécialisée dans le domaine des addictions et on sait aujourd'hui que la consommation de cannabis est la première cause de décrochage au lycée, je ne sais plus comment on dit, au gymnase, voilà, en Suisse. Donc, voilà, il y a beaucoup de travail à faire du côté de la promotion de la santé mentale dans les établissements scolaires, ce qui permet à la fois de prévenir les conduites à risque, mais aussi d'améliorer l'engagement dans les apprentissages. Donc, pour faire face à ce nouveau défi, en France, il y a eu un certain nombre d'instances qui se sont développées, notamment un groupe de travail spécifique sur le bien-être à l'école dans le cadre du Conseil scientifique de l'éducation nationale pour pouvoir proposer des orientations concrètes pour les enseignants, pour le personnel de l'éducation nationale, pour pouvoir favoriser plus de bien-être à la fois pour les adultes et pour les élèves, ce qui permettrait donc d'avoir une influence sur la réduction des situations de harcèlement et sur la réduction du décrochage scolaire. On a aussi développé cette année l'Observatoire du bien-être à l'école pour centraliser un peu plus toutes les demandes qu'on reçoit, c'est-à-dire on reçoit énormément de demandes du terrain, à la fois de la part des enseignants, des responsables d'établissements scolaires, des rectorats, donc différentes académies en France et en Suisse, qui nous contactent pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer la situation à la fois des enseignants en souffrance, en burn-out, et puis des élèves en difficulté, puisque les difficultés se sont aggravées suite à la crise sanitaire. Donc on a créé cet observatoire avec un certain nombre de collègues francophones, donc de France, de Belgique, de Suisse, dont Nicolas Burel, ici présent, de la HEP, pour pouvoir mieux répondre collectivement, d'ailleurs Philippe Gay aussi qui est présent, à ces questions qui nous concernent dans le domaine francophone où l'apparition du concept de compétences psychosociales est arrivée beaucoup plus tardivement que dans les pays anglophones. On a un développement très important de ce qu'on appelle le social and emotional learning, avec beaucoup d'outils à disposition. Et dans les pays francophones, on accuse un certain retard dans le champ de la promotion de la santé mentale, notamment par le développement des compétences psychosociales. Donc aujourd'hui, même si dans certaines académies ou certains établissements, il y a encore un accent très fort qui est mis sur l'apprentissage disciplinaire, aujourd'hui, la majorité des personnels de l'éducation considèrent que ce travail sur le bien-être et la santé mentale est fondamental pour permettre la réussite des élèves. Et ce n'est pas seulement un moyen à disposition de cette réussite scolaire, mais aussi un moyen pour permettre l'épanouissement des élèves. Donc on observe aujourd'hui au niveau des recherches, et notamment des recherches dans le champ de la psychologie positive, que toutes ces variables de santé mentale et de bien-être vont permettre de contribuer à un meilleur climat scolaire qui offre un contexte favorable aux apprentissages, notamment par une plus grande disponibilité mentale qui va permettre aux élèves de s'engager de manière effective dans les apprentissages,
y compris et en particulier les élèves qui sont issus de milieux moins favorisés, où il y a moins cette culture scolaire, cette culture de l'apprentissage, etc., à la maison, et où finalement le besoin d'avoir confiance dans ses compétences scolaires, dans ses forces, dans ses ressources est encore plus important pour pouvoir s'engager véritablement dans les apprentissages. Donc les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme l'a dit ma collègue dans sa présentation, c'est un concept qui vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a proposé de rassembler finalement un certain nombre de compétences qui permettent aux personnes de répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc la définition d'origine qui avait été proposée par l'OMS, elle parle d'une compétence globale, mais qui en fait regroupe un certain nombre de compétences que vous retrouverez dans le référentiel de Santé publique France qu'on a publié donc, début 2022. Donc, vous pouvez trouver le détail de toutes ces compétences et toutes les recherches qui ont permis de mettre en évidence à la fois comment on développe ces compétences et qu'est-ce que ça permet en termes d'apprentissage, mais aussi en termes d'épanouissement et d'insertion sociale par la suite. Donc, principalement, vous retrouvez les 3 grandes catégories qui avaient été proposées par l'Organisation mondiale de la santé, donc des compétences d'ordre cognitif, comme la pensée critique. Donc, ce n'est pas le fait de critiquer les autres, hein, la pensée critique, même si en France, on sait bien faire ça. La pensée critique, c'est le fait d'être en mesure de remettre en question précisément à la fois nos propres croyances, mais aussi les croyances d'autres personnes ou ce qui nous est proposé dans les médias en particulier. Les compétences d'autorégulation, donc la capacité à réguler l'impulsivité, à se fixer des buts et à pouvoir atteindre ces buts, se donner les moyens d'atteindre ces buts. La conscience de soi, donc cette capacité à se connaître, connaître à la fois ses ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer, et puis ses limites pour pouvoir oser demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Donc toutes ces compétences d'ordre cognitif, compétences psychosociales d'ordre cognitif, vont contribuer à permettre une adaptation optimale dans le quotidien, à faire face et à surmonter des obstacles qu'on rencontre dans le quotidien. Ensuite, il y a toutes les compétences d'ordre émotionnel, comme la capacité à réguler le stress et les émotions et la conscience de ces émotions, conscience des différents signaux qui nous indiquent que peut-être on est en situation de stress et qu'il y a une adaptation à effectuer. Et puis, toutes les compétences d'ordre social, comme la capacité d'empathie, la capacité à communiquer de manière constructive, la capacité à coopérer, à résoudre les conflits plutôt que les envenimer. Et donc, toutes ces compétences ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches qui ont montré l'utilité et le caractère interrelié de ces compétences. Quand vous travaillez sur une des compétences, vous influencez aussi le développement d'autres compétences psychosociales. Donc, on peut choisir différentes portes d'entrée et selon la priorité, on va dire, des établissements scolaires, on va travailler plutôt sur une catégorie de compétences plutôt qu'une autre. Mais dans la plupart des programmes, on essaye d'avoir un peu de chaque compétence pour pouvoir avoir des effets. Donc, au niveau des effets qui ont été observés en termes de développement de ces compétences, on a des effets donc, à long terme sur la santé mentale, avec une diminution des problématiques affectives, une diminution des troubles du comportement, une diminution des conduites à risque, notamment les conduites addictives, comme la consommation de tabac, d'alcool, de cannabis, une amélioration du bien-être et des résultats scolaires, des diplômes obtenus, etc. Et puis, bien sûr, une amélioration de la qualité des relations, donc dans l'immédiat au niveau des établissements scolaires, donc entre pairs, entre élèves et enseignants, et puis au sein des familles, et une meilleure capacité à développer, à cultiver des relations de manière durable, donc qui va perdurer dans le temps. Donc ici, vous pouvez trouver un certain nombre de références, des méta-analyses qui ont été réalisées sur les ateliers qui visent à développer les compétences psychosociales. Donc les méta-analyses, c'est des synthèses de toutes les recherches interventionnelles qui ont été menées dans ce champ, et notamment la première méta-analyse de Durlac en 2011, qui portait sur plus de 270 000 élèves,
Donc vous voyez que c'est vraiment un champ qui s'est développé fortement, et à travers cette première méta-analyse, ça a vraiment indiqué l'importance à accorder au développement de ces compétences, notamment dans le contexte scolaire, mais aussi auprès des familles. Donc nous, on a des programmes à la fois dans le champ du soutien à la parentalité, dans le domaine scolaire, et puis dans le domaine extrascolaire. Juste quelques éléments qui pourraient vous intéresser plus spécifiquement par rapport à ces effets qui ont été démontrés dans cette première méta-analyse. Donc, en général, ce sont des programmes où on propose un certain nombre d'ateliers. Ceux qui sont actuellement proposés en Europe, c'est notamment le programme Unplugged, dont vous avez peut-être entendu parler, de prévention des addictions. Donc, c'est un programme en 12 séances d'1 heure. Mais on voit que dans cette méta-analyse, les programmes qui ont été menés dans les pays anglo-saxons sont souvent des programmes plus longs. Là, en moyenne, dans cette méta-analyse, c'est 40 heures d'intervention sur plusieurs années. Donc, voilà, ce n'est pas juste un one-shot comme on avait l'habitude de le faire avant dans la prévention en France, où on devait parler 1 heure de l'alcool, 1 heure du tabac, 1 heure du harcèlement, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de développer des compétences. Donc, ce n'est pas des contenus descendants, c'est vraiment de la pratique de développement de ces compétences à travers différents ateliers. Donc, ces ateliers permettent effectivement de développer les 3 catégories de compétences psychosociales, d'améliorer l'estime de soi, de changer aussi les attitudes des élèves envers les enseignants, et ça, on le verra aussi un peu plus en détail dans le cadre de ces ateliers. Les enseignants n'ont pas la même posture que celle qu'on a habituellement avec nos cours descendants, nos cours magistraux, on va dire. Là, on est vraiment dans une posture de développement de compétences où on est en appui, où c'est vraiment l'élève seul qui peut apprendre à mieux se connaître. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui sait à la place de l'autre. Et donc, ce changement d'attitude dans l'accompagnement de ces ateliers permet de changer l'attitude des élèves envers les enseignants, qui devient plus positive, plus constructive. Ça permet aussi de modifier des croyances. Il y a eu des études en France qui ont montré que les caractéristiques prosociales des élèves étaient plutôt dévalorisées, dans le contexte français en tout cas, je ne sais pas en Suisse, et notamment dévalorisées par les enseignants. C'est-à-dire que c'est une thèse qui a été réalisée par Agathe Fancini de l'Université de Dijon, qui a montré que plus un élève était considéré comme coopératif, empathique, plus les enseignants considéraient qu'il allait mal s'en sortir à la fois pour sa scolarité et par la suite dans la société. Donc cette représentation négative finalement des comportements prosociaux explique aussi pourquoi c'est si difficile pour les enseignants de changer de pratique pédagogique et d'aller vers plus d'apprentissage collaboratif, puisqu'en fait ils ont l'impression que oui, c'est plus sympa pour les élèves, ils s'amusent un peu plus, mais non seulement ils pensent que c'est moins efficace pour les apprentissages, mais en plus ils pensent qu'il faut vraiment développer l'esprit de compétition pour que les jeunes s'en sortent mieux. Donc, à travers ce type d'atelier, on essaye de montrer l'inverse, qu'en fait, c'est particulièrement utile d'apprendre à collaborer, puisqu'on a tous des compétences différentes et complémentaires et qu'on ne peut pas être bon partout, dans tout le temps, mais qu'on a des moments où ça va moins bien aussi, on a besoin de demander de l'aide, et puis d'autres moments, au contraire, c'est un domaine où on est très compétent, on a plus envie d'aider les autres et on a cette possibilité. Et donc, c'est vraiment ce travail sur, finalement, l'interdépendance dite positive, où on va s'appuyer sur les forces et les ressources de chacun pour avancer ensemble. Et dans le contexte scolaire en particulier, il n'y a pas vraiment de raison, notamment dans les classes les plus en bas âge, on n'a pas du tout de raison d'être dans la compétition. Peut-être, oui, après, pour rentrer dans certaines écoles, etc., il va y avoir de la compétition, mais dans un premier temps, ce n'est pas utile aux apprentissages. Et donc, à travers ce type d'atelier, on développe des représentations plus positives de ces comportements altruistes, et donc on voit apparaître plus de comportements prosociaux. Donc, ça améliore la qualité des relations, à la fois entre les élèves et avec les enseignants, ce qui permet de diminuer les situations de violence, de harcèlement, d'exclusion. Alors, une particularité dont je voulais vous parler, c'est que on a des différences entre les interventions où c'est
un enseignant qui propose les ateliers dans sa classe et des interventions où c'est un professionnel extérieur qui vient donner ces ateliers. Donc, comment on peut expliquer ces différences? Ce qu'on observe notamment, c'est qu'on a plus d'effets lorsque c'est un intervenant extérieur, on a plus d'effets sur les compétences psychosociales elles-mêmes. Alors, comment on explique ce phénomène? C'est précisément par la posture de l'intervenant. C'est difficile pour un enseignant de passer d'une posture essentiellement descendante, avec des savoirs descendants, où on est dans le contrôle et dans l'évaluation sommative, à une posture d'accompagnement, où en fait, on va essayer le plus possible de développer l'autonomie, la pensée critique, les relations d'égal à égal. Donc, ce n'est pas une gymnastique très simple pour les enseignants. Et moins l'enseignant incarne ses compétences psychosociales, moins c'est efficace pour développer celles des élèves. Donc, la raison pour laquelle probablement on a plus d'effets avec les intervenants extérieurs, c'est qu'ils ont fait ce travail de développer leurs propres compétences psychosociales et ils sont dans cette posture professionnelle d'accompagnement puisqu'ils n'ont pas ce côté très descendant didactique. Donc, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus d'effets quand c'est l'enseignant sur la qualité des relations enseignant-élève et la qualité des relations entre pairs, probablement parce que l'enseignant, il ne s'arrête pas à 1 heure d'atelier par semaine, mais il peut relayer ensuite ce type de pratique ou en tout cas ce type de regard et de réflexion avec sa classe à d'autres moments au cours de la semaine. Donc l'efficacité sur le climat de classe, sur le climat scolaire est plus intéressant, plus optimale quand c'est l'enseignant lui-même qui propose ces ateliers. Donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à des pratiques optimales où l'enseignant pourrait développer davantage ses propres compétences psychosociales et adopter davantage dans le quotidien de la classe cette posture d'accompagnement qui répond aux besoins d'autonomie, au sentiment de compétence et de proximité relationnelle dans sa classe de tous les jours. Pas uniquement dans les ateliers compétences psychosociales, mais dans le quotidien de la classe, ce qui permettrait d'augmenter encore cette efficacité. Donc les interventions qui visent à développer les compétences psychosociales ont aussi bien sûr des effets sur la santé mentale avec une réduction de la détresse psychologique, de la détresse affective et des effets sur l'amélioration des performances scolaires. Ces effets sont durables, c'est-à-dire qu'il y a une méta-analyse plus récente qui a montré les effets à plusieurs mois ou plusieurs années après la fin des programmes. Et donc, 4 ans après la fin des interventions, ces effets sont maintenus. Il y a d'autres programmes qui ont été menés spécifiquement, par exemple, sur le développement des compétences psychosociales dans les familles, avec des ateliers avec les parents, des ateliers avec les enfants. C'est le programme PSFP, si vous voulez aller regarder sur le site de Santé publique France. Ce programme, il y a un recul de 12 ans post-programme, où on voit toujours les effets maintenus. Donc, on a un certain nombre de données qui nous indiquent aujourd'hui que c'est vraiment un investissement à long terme, même si, sur le moment, les enseignants ont l'impression que c'est presque une perte de temps, parce que comment on fait pour trouver 12 heures, remplacer 12 heures de maths par ça? Ça veut dire qu'on perd 12 heures de maths, et donc ce n'est pas simple. Mais effectivement, on peut considérer que c'est un investissement important, à la fois pour les apprentissages, mais aussi pour le reste de la vie. Parmi les conditions qui ont été identifiées comme permettant ces effets bénéfiques, il y a donc une importance à accorder à la formation des professionnels pour que dans cette formation, il y ait à la fois un travail sur le développement des compétences psychosociales des professionnels et un accompagnement à la mise en œuvre de ce travail sur les compétences psychosociales dans le quotidien de la classe. Donc pas juste les ateliers d'1 heure par-ci par-là, mais vraiment l'intégration de ce travail, que ce soit à travers, par exemple, des conseils de classe, comment on mène les conseils de classe, comment on fait en sorte que la parole des élèves, elle soit effectivement prise en compte et qu'on puisse développer cette capacité d'assertivité, cet esprit critique face à des difficultés qui émergent dans la classe, dans le quotidien. Il y a également une autre chose importante, puisqu'on a importé beaucoup de programmes qui viennent plutôt de pays anglo-saxons, et on s'est aperçu, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'était en Suisse, mais que ce n'était pas tout à fait bien accueilli ou accepté
ni par les professionnels, ni par les parents, parce qu'il y avait des décalages culturels importants. Donc je prends l'exemple du programme PSFP, donc ça s'appelle Strengthening Families Program, où il y a certains aspects qui ressemblent vraiment à du conditionnement, c'est-à-dire on va proposer des récompenses quand l'enfant arrive à réaliser les comportements attendus. Et ça, c'est une dimension auquel les Français sont totalement allergiques. Et donc, les professionnels qu'on a formés avec Santé publique France à ce programme, au début, on dit, mais nous, on refuse de faire ça, on ne peut pas faire ça, c'est contre nos valeurs, etc. Alors que le programme a été validé et considéré comme efficace donc, aux États-Unis, au Canada. Et donc, on a fait une adaptation culturelle de ce programme. On a retiré une partie des aspects du programme et aujourd'hui, il a été évalué sans ces dimensions-là et il est efficace aussi sans ces dimensions et il est de fait beaucoup plus accepté et acceptable pour les professionnels et pour les familles en France. Et ça a été montré aussi avec d'autres programmes. Je travaille aussi dans le champ des problématiques alimentaires. Il y a certains programmes qui viennent des États-Unis sur la prévention des troubles des conduites alimentaires qui ont des effets contre-productifs quand ils sont proposés en France ou en Italie, par exemple. Donc, voilà, c'est important de ne pas se dire on va juste prendre des outils qui existent déjà et puis les proposer tels quels dans l'école, mais vraiment réfléchir à cette adaptation culturelle que probablement vous allez sentir tout de suite puisque vous avez les valeurs de votre culture. Donc quand il y a quelque chose qui vous perturbe, vous vous dites c'est vraiment étrange, ça vaut le coup d'aller regarder les recherches et puis peut-être de vérifier qu'il n'y a pas des aspects qui correspondraient mieux si on les faisait différemment dans son pays. Alors, comment on peut développer ces compétences psychosociales, puisqu'on sait aujourd'hui, et l'Organisation mondiale de la santé nous le dit depuis de nombreuses années, que c'est important de développer ces compétences dès le plus jeune âge. Comment on peut faire concrètement ? Il y a eu plusieurs champs de recherche qui se sont intéressés à ces questions. Un premier domaine concerne finalement le développement de ces compétences psychosociales par l'apprentissage social et par des modalités pédagogiques spécifiques comme l'apprentissage collaboratif. Alors, ce qu'on appelle l'apprentissage social, c'est notamment l'apprentissage par imitation. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans l'efficacité de ces pratiques. Plus les intervenants eux-mêmes, que ce soit les professionnels extrascolaires ou dans le contexte scolaire, si eux-mêmes ont développé ces compétences, les élèves ont plus de facilité à les développer eux-mêmes. Et c'est notamment donc par cet effet miroir, cet effet d'apprentissage social. Et on propose d'ailleurs notamment aux adultes, que ce soit les enseignants, les professionnels de l'éducation, les travailleurs sociaux, de faire un apprentissage explicite, un apprentissage vicariant explicite, c'est-à-dire que quand vous-même vous êtes en train d'essayer de réguler votre émotion, vous pouvez le verbaliser. Là, par exemple, quand vous faites ça dans ma classe, eh bien, je sens que j'ai le cœur qui se met à battre très vite, je sens que la colère monte parce que j'ai d'un seul coup les mains moites. Et du coup, ce que je me dis, c'est que ça ne va pas être très utile si je me mets à vous crier dessus et je vous dis maintenant vous allez tous dehors, on ne peut plus vous voir, etc. Ça ne va pas vraiment nous aider à avancer. Alors, je vais essayer de faire différemment. Du coup, je respire. Si vous voulez, on peut respirer ensemble et puis réfléchir ensemble à une autre solution. Et donc, cet apprentissage explicite, ça peut aider les élèves à comprendre comment on peut faire, en fait. Si d'un seul coup, on est débordé par cette émotion, les adultes, en fait, ils utilisent des techniques. Ce n'est pas juste, il y en a qui sont bons en régulation des émotions et d'autres qui sont mauvais. C'est en fait, on peut développer ça se travaille. Une autre façon de faire, c'est ce que je vous ai montré donc, dans les méta-analyses, c'est des programmes où on fait un atelier par compétence. Donc, on va avoir un atelier sur le développement de la pensée critique, où par exemple, on travaille sur l'éducation aux médias et on développe cet esprit critique par rapport aux médias, par exemple, le fait que toutes les photos sont retouchées, etc. Donc, ça développe la pensée critique. On peut avoir ensuite des ateliers spécifiques sur chaque compétence émotionnelle, la capacité à identifier ses émotions, on va apprendre à reconnaître où ça se passe dans le corps, la capacité à les nommer, on va apprendre tout le nuancier de toutes les émotions avec des couleurs différentes, etc. Donc pour chaque compétence, on a des ateliers spécifiques que vous pouvez trouver en libre accès, je vous montrerai. Et puis, on a un troisième domaine de recherche qui s'intéresse à un développement transversal
de ces compétences psychosociales, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un atelier par compétence, on propose des pratiques comme des pratiques d'attention, des pratiques de pleine conscience ou des interventions de psychologie positive qui vont agir sur l'ensemble des catégories de compétences psychosociales. Donc, je vais vous détailler un peu ces trois grands domaines. Donc, le premier domaine, je vous donne un exemple d'un programme sur lequel on travaille avec mon collègue Damien Tessier, et puis Nicolas Burel a adapté aussi ce programme pour des élèves plus jeunes, où on propose un travail avec les enseignants, où on va d'abord leur présenter, finalement, on prend la porte d'entrée de la question de la motivation, puisque c'est une préoccupation forte dans le corps enseignant, de se dire comment on va maintenir cette motivation des élèves, ou comment on va les motiver à des cours où ils ont du mal à accrocher, comme le français ou les mathématiques. Donc cette question de la motivation, elle est vraiment au cœur des préoccupations des enseignants. Et à travers cette porte d'entrée, on aborde la question de finalement comment, dans notre propre posture professionnelle, on peut déjà agir sur le développement d'une motivation plus autonome, plus intrinsèque, au lieu de passer par une motivation externe qui va être les notes, les contrôles, et on se dit, s'ils savent qu'il y a un contrôle, ils vont apprendre, du coup on met plus de contrôles, on met plus de notes, etc., pour essayer de maintenir cette motivation. Mais du coup, ça, c'est une motivation externe qui est beaucoup moins efficace en termes d'engagement véritable dans les apprentissages. Donc, on est plus sur du par cœur, mais à court terme. Et donc là, on propose de travailler sur ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux. Donc, c'est la théorie de l'autodétermination, pour ceux qui connaissent, qui a été proposée par Deci et Ryan, où il y a 40 ans de recherche sur ce champ. Je vous le résume en très court. Donc, il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux sur lesquels on peut agir dans le contexte de la classe, mais aussi dans la famille, pour pouvoir favoriser cette motivation plus autonome, cet engagement dans les apprentissages. Premier besoin psychologique fondamental, c'est le sentiment d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est le fait de se sentir acteur de ses choix, acteur de ses apprentissages. Donc, de ne pas juste être un pion où de matin au soir, on lui dit ce qu'il doit faire, ce qui est un peu le cas dans le système scolaire actuel, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans la classe, on leur dit maintenant, vous sortez le cahier rouge, vous prenez un stylo bleu, vous surlignez en jaune, mais surtout vous ne dessinez pas, etc. Ensuite, on prend l'autre cahier, on fait tel exercice. Et après, on se demande pourquoi il y a des troubles du comportement dans la classe, ils n'écoutent pas. En fait, il y a très peu de marge de manœuvre pour l'autonomie. Donc, ils vont essayer de trouver cette autonomie à leur manière, et la plupart du temps, du coup, dans des conduites plutôt déviantes, puisqu'il n'y a pas la place pour l'autonomie dans l'apprentissage lui-même. Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on travaille beaucoup avec les enseignants aujourd'hui, de même que sur le sentiment de compétence. Là aussi, on croit que pour aider les gens à progresser, il faut leur montrer là où ils sont en difficulté. Donc, il faut pointer les déficits, et comme ça, ils peuvent soit mieux se connaître du côté des limites et donc progresser, soit se ressaisir, parce que franchement, ils ne font pas assez d'efforts. Et donc, on passe notre temps à leur montrer, là, tu n'as pas bien fait, là, tu n'as pas bien fait, on le met bien en rouge pour qu'ils voient. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on diminue le sentiment de compétence et du coup, on diminue l'engagement dans les apprentissages. Donc ça, c'est très documenté. Et on a eu beaucoup de mal à faire changer ces pratiques. C'est-à-dire qu'au lieu de pointer tout le temps là où ça ne va pas, de s'entraîner en tant qu'enseignant à repérer là où ça fonctionne bien. Et plus on augmente le sentiment de compétence, plus on augmente l'engagement dans les apprentissages, le temps de travail, le temps d'implication, le temps de concentration. Donc, contrairement à certaines idées reçues, si on valorise l'élève dans ses compétences et ses réussites, il ne va pas simplement s'asseoir sur ses lauriers et se dire « j'ai plus besoin de travailler ». En fait, on observe vraiment le phénomène inverse. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on va travailler. Et le troisième besoin psychologique fondamental, c'est le sentiment de connexion sociale, le sentiment de proximité relationnelle, où là aussi, c'est un grand tabou dans l'éducation. Et je vous invite à lire à ce titre l'ouvrage de Maëlle Vira, qui a fait sa thèse sur cette question. L'ouvrage s'appelle « Aimer ses élèves ». Et en fait, aimer ses élèves, c'est un tabou. On n'est pas censé aimer ses élèves, mais non seulement on n'est pas censé les aimer, mais on n'est pas censé montrer des affects. Donc, si je peux me permettre, Nicolas, de citer un exemple, parfois en formation, on dit aux étudiants, eh bien, jusqu'à Noël, il ne faut pas sourire.
Parce que du coup, il ne faut pas que vos élèves aient l'impression que vous êtes en relation positive avec eux. Il faut qu'ils comprennent bien qui est le chef ici. Donc, qui est le chef, ça veut dire, vous commencez par ramasser tous les carnets, mettre des mots dedans pour qu'ils aient bien compris, vous serrez la vis, et après, on voit comment ça se passe. Si la classe, on la tient bien, petit à petit, on peut peut-être faire une petite blague de temps en temps ou sourire un peu. Donc, vous imaginez, c'est quand même terrible pour des élèves qui arrivent dans cet environnement où ils vont passer la majorité de leur journée et il n'y a pas cette réponse à un besoin fondamental qui est ce sentiment de lien social, de proximité relationnelle, de confiance. Donc, voilà, on essaye de travailler sur ces 3 besoins. Et ce sont ces 3 besoins aussi qui sont mobilisés, auxquels on essaye de répondre le plus possible, spécifiquement dans les ateliers de développement des compétences psychosociales. Mais là, avec les enseignants, on essaye de le faire dans le quotidien de la classe. Donc, une fois qu'on a abordé cette question autour de la motivation intrinsèque et des besoins fondamentaux, on va proposer quelques outils pour les enseignants, dans un premier temps, autour de la gestion des émotions, puisqu'on se rend compte qu'une fois qu'on a compris que c'était intéressant d'interagir de manière constructive avec les élèves, faut-il encore être en mesure de le faire, puisque soi-même, en tant qu'enseignant, on a la pression de la hiérarchie, on a la pression des parents, des élèves, donc on est sous stress en permanence, on a la pression du programme aussi, on doit faire tout le programme. Et là, on nous dit, en fait, il faudrait développer des relations plus constructives avec les élèves, il faudrait être plus créatif dans votre façon de résoudre les problèmes dans la classe, etc. Mais en fait, on n'a pas la disponibilité mentale pour le faire en tant qu'enseignant. Donc, on propose ce travail, on propose d'expérimenter différentes pratiques de gestion du stress, gestion des émotions, déjà pour expérimenter pour soi-même, en quoi ça peut nous être utile, et puis ensuite, pourquoi pas, les transmettre aussi aux élèves, si on sent qu'il y a des élèves qui en ont besoin en particulier, mais on peut les proposer à tous les élèves, avec notamment, on propose une initiation à certaines pratiques de pleine conscience qu'ils peuvent intégrer dans le quotidien de la classe. Donc, dans cette formation, qui est, au départ, c'était une formation sur 2 jours et demi, 2 fois une journée, et puis encore une journée à distance pour faire un débriefing des pratiques. On proposait donc beaucoup de jeux de rôle, la conception de séquences pédagogiques par groupe d'enseignants pour essayer de répondre au mieux à chaque besoin. Et on a observé donc une efficacité de ce programme de formation sur à la fois les compétences psychosociales des enseignants, notamment les compétences émotionnelles qu'on avait mesurées, et sur la motivation intrinsèque autonome des élèves. Donc par la suite, ce programme, on s'est aperçu tout de même que pour se sentir suffisamment à l'aise pour utiliser des pratiques dans la classe, pour proposer à des élèves des pratiques, il faut une formation plus longue. Donc aujourd'hui, il y a des formations qui sont plus longues sur une centaine d'heures, donc formation continue, comme un CAS que vous auriez en Suisse, donc ça s'appelle un DU en France, pour pouvoir vraiment se sentir plus à l'aise pour proposer des ateliers de compétences psychosociales dans sa classe. Mais dans un premier temps, on a déjà des effets simplement lorsqu'on travaille avec les enseignants. Ensuite, pour ceux qui veulent en savoir plus sur concrètement ce qu'on peut proposer comme type d'atelier, là je vous ai mis 2 exemples d'ouvrages. Donc on a répertorié des pratiques validées que vous pouvez mettre en place avec les élèves et puis des pratiques pour adultes. Et vous pouvez aussi trouver sur le site de Covidel, donc c'est un site qu'on a développé avec toutes les associations en fait, qui travaillent dans le champ du développement des compétences psychosociales en France. On a développé ce site pendant la période de Covid, c'est pour ça que ça s'appelle Covidel, pour pouvoir rendre tous ces outils accessibles aux enseignants et aux familles, notamment pour la période de déconfinement. Donc, c'est-à-dire après que les élèves aient été absents pendant plusieurs mois, la question c'était comment on fait. On ne peut pas recommencer la classe comme si de rien n'était. Il y a sans doute un travail à faire sur les émotions, sur les relations. Et donc, il y a eu vraiment une prise de conscience importante du côté des enseignants et des établissements scolaires sur cette question des compétences psychosociales pour permettre un contexte permettant les apprentissages. Donc, c'était une question qui s'était beaucoup moins posée par le passé. Il y avait beaucoup de conflits d'intérêts, enfin en tout cas d'opposition entre d'un côté l'importance du temps consacré aux disciplines
mathématiques, français, sciences, etc. Et puis d'un autre côté, les compétences psychosociales qui essaient de trouver une place. Et là, d'un seul coup, tout le monde, c'était une évidence pour tous les enseignants qu'on ne pouvait pas juste recommencer des cours classiques. Donc, vous pouvez vous-même télécharger. Il y a des kits donc, pour les jeunes enfants, pour l'école élémentaire, les collèges, lycées, pour les équipes enseignantes et puis pour les familles. Et donc, le troisième domaine de recherche qui s'est intéressé au développement des compétences psychosociales, c'est un domaine où on peut développer finalement ces compétences au lieu de faire un atelier par compétence, comme on le ferait habituellement. C'est ce que vous voyez en bleu foncé en bas. On ferait un atelier résolution de problèmes en 5 étapes pendant 1 heure. Ensuite, on fait un atelier identifier les émotions, exprimer ses émotions, réguler ses émotions, etc. Après, on ferait des ateliers sur le développement de l'empathie. Donc, on a des scénarios, on apprend à se mettre à la place de l'autre. Donc, effectivement, c'est efficace. On l'a vu avec les méta-analyses. Mais on s'est aperçu en parallèle que d'autres champs de recherche, comme le domaine de la pleine conscience, permettaient aussi d'agir sur ces compétences psychosociales par un autre biais, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas de manière explicite le développement de ces compétences, mais on agit sur certains processus psychologiques qui, à leur tour, permettent le développement de ces compétences. Donc, je vous donne un exemple ici, c'est le processus de décentration. Dans les pratiques de pleine conscience, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des pratiques d'attention où on propose simplement d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc les pensées, les émotions, les sensations, nos réactions par rapport à des stimuli externes, voir quelles sont nos tendances automatiques et choisir de ne pas rentrer dans ces tendances automatiques, mais simplement observer et ne rien faire, ne pas réagir tout de suite. On entend un bruit désagréable, au lieu de crier sur son voisin, eh bien, on peut simplement se dire « Ah tiens, quand j'entends ce bruit, moi, ça m'énerve. » Et du coup, comment ça se passe, l'énervement? Où est-ce que ça se passe dans mon corps? Et finalement, ça peut être d'observer où ça se passe, comment ça se passe. Ça diminue l'énervement et je n'ai pas besoin de m'énerver concrètement, puisque le bruit il est parti. Et voilà. Donc, c'est cette capacité à être dans la non-réactivité, à observer, analyser, analyser dans le sens comprendre le fonctionnement humain, comprendre comment ça marche, un automatisme. Habituellement, je rentre dans ce comportement et là, je décide de ne pas y aller parce que finalement, ça ne me semble pas très utile, pas très constructif. Je peux faire autre chose à la place. Donc, ce type de pratique va permettre de travailler notamment sur la décentration, c'est-à-dire la capacité à faire un pas de côté. Au lieu de fusionner avec mon émotion ou avec ma représentation, je fais un pas de côté, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a cette émotion qui m'a traversée, il y a cette pensée qui m'a traversée, mais je ne suis pas obligée d'y adhérer, je ne suis pas obligée de la croire à 100%, je ne suis pas obligée de suivre le mouvement de cette émotion. Je peux me dire, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que ça va être utile pour la suite? Et tiens, si j'étais l'autre personne, est-ce que je le verrais de la même manière? Et donc, toutes ces compétences de faire un pas de côté, prendre la posture de l'autre, observer la situation sous différents angles, ça va me permettre de développer les 3 catégories de compétences psychosociales. Donc, des compétences d'ordre cognitif, comme la résolution de problèmes, puisqu'on est capable de voir les situations sous différents angles, qui va être très utile pour résoudre les problèmes. On est aussi capable de mieux réguler les émotions, puisqu'on est capable de faire ce pas de côté, au lieu de fusionner avec la colère, avec la peur. On observe, tiens, où est-ce que ça se passe? Et en fait, les émotions, elles sont très fluctuantes, donc elles viennent, elles partent. On peut apprendre à ne pas suivre forcément le mouvement, mais juste regarder. Et ça permet de développer des compétences d'ordre social, comme l'empathie, puisqu'on va être en mesure de mieux prendre la perspective d'autrui. Donc, au total, si on a aussi 10 heures d'atelier à disposition, on va pouvoir agir de manière transversale sur les 3 catégories de compétences psychosociales et de manière peut-être plus durable, mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de comparaison dans les recherches d'ateliers CPS classiques avec des ateliers pleine conscience. Donc ça, c'est des projets qu'on a en cours, qu'on a fait notamment avec des patients, des patients en réhabilitation psychosociale et en population clinique. Donc, on voit que les programmes qui développent ces compétences de manière transversale sont plus efficaces pour les patients en situation clinique. Mais il est possible qu'en prévention primaire, auprès des tout-venants, et notamment des plus jeunes enfants,
l'aspect très pédagogique d'avoir une compétence par séance, ça puisse être plus efficace. Donc c'est à tester. Mais en tout cas, on peut savoir que les enseignants qui proposent des pratiques de pleine conscience, ça peut avoir une utilité pour le développement de ces compétences psychosociales en termes de santé mentale, de bien-être et d'engagement dans les apprentissages. Je vous ai mis ici la définition qui a été proposée de la pleine conscience, parce que actuellement en France, il y a eu un grand débat autour de ces pratiques en contexte scolaire. Donc je me permets de revenir un peu plus précisément sur le concept lui-même. Donc, dans la définition qui a été proposée par Jon Kabat-Zinn, qui est le premier chercheur à avoir laïcisé ces pratiques qui sont inspirées de pratiques bouddhistes, et c'est pour ça qu'il y a eu ce débat en France, est-ce qu'on devrait autoriser ou non des pratiques de mindfulness à l'école, ou est-ce qu'il faut les interdire, parce qu'elles sont inspirées de pratiques bouddhistes. En réalité, en fait, on trouve ce type de pratiques aussi dans d'autres religions, et ici, celles qui sont proposées en contexte scolaire, on appelle ça, nous, plutôt des pratiques de présence attentive. C'est vraiment ramener l'attention dans l'ici et maintenant, soit en portant l'attention à sa respiration, soit à son corps, soit à un des 5 sens, les sons qu'il y a dans la pièce. Donc il n'y a vraiment rien de religieux ou d'ésotérique. C'est vraiment des pratiques d'attention. Donc Kabat-Zinn définissait la mindfulness comme un état qui résulte du fait de porter son attention de manière intentionnelle, c'est un choix, au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie instant après instant, donc l'expérience intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans le moment présent? Alors sans jugement, c'est peut-être un peu exagéré, ou c'est peut-être l'objectif, mais les jugements arrivent tout seuls. Donc en fait, c'est ça qu'on va observer dans les pratiques. On observe ces jugements. Ah, ce prof, j'aime pas ce prof, ou pourquoi il est habillé comme ça, ce prof, etc. Et puis je peux observer ce jugement et se dire, bon, ça c'est un jugement, mais c'est juste une représentation, je peux la laisser de côté. Et du coup, m'intéresser au cours sans passer mon temps à critiquer le prof. Donc cette idée de sans jugement, c'est plutôt être capable de lever le jugement pour pouvoir s'engager dans une relation, dans des apprentissages, si finalement on se dit c'est juste une façon de voir les choses, mais quelqu'un pourrait voir cette personne tout à fait autrement. Donc aujourd'hui, il y a de nombreuses recherches sur les pratiques de pleine conscience, plus de 15 000 articles scientifiques à disposition donc dans tous les contextes. Donc vous pouvez trouver beaucoup de méta-analyses sur des dimensions de santé physique, santé mentale, sur les relations. Là, je vous ai présenté juste les synthèses des recherches en milieu scolaire. Alors, sachant que c'est finalement le domaine où il y a eu le moins de recherches à ce jour, en raison de différents freins, en particulier en France. C'est très compliqué de faire des recherches sur la pleine conscience à l'école en ce moment. Mais aussi parce qu'en général, on teste d'abord chez les adultes, puis après, on essaye d'adapter à des populations plus jeunes pour des raisons éthiques. Donc, pour l'instant, c'est encore le champ où il y a le moins de recherches. Donc, il y a besoin de consolider ces recherches, mais on voit déjà des effets qui sont prometteurs. Donc là, les méta-analyses des essais contrôlés randomisés montrent des effets sur les élèves en termes d'amélioration des capacités d'attention, des fonctions cognitives, en particulier les fonctions exécutives et les performances académiques, une diminution des comportements problématiques à l'école, une augmentation des compétences de résilience et en particulier la capacité à réguler ses émotions. Et on l'a vu notamment, on a fait une synthèse de toutes les recherches qui ont été menées pendant la période de Covid sur la santé mentale pour diminuer les problématiques de santé mentale. Et les pratiques de pleine conscience faisaient partie des interventions les plus efficaces. Donc c'est vraiment un facteur clé pour le développement de la résilience, l'amélioration du bien-être. Et chez les enseignants, ce qui a été montré aussi, c'est des effets importants sur la prévention, la réduction des problématiques de santé mentale comme stress, anxiété, dépression et burn-out. Si vous voulez en savoir plus sur ce fameux débat en cours en France, on a mis en accès libre une tribune qu'on a écrite avec plus de 200 chercheurs et médecins en France sur cette question de que montrent les recherches aujourd'hui sur la pleine conscience en éducation, et qu'on est très loin de ce qui est reproché aujourd'hui, c'est-à-dire que
la critique qui a été faite, c'est que les pratiques de pleine conscience, ça fait le même effet que prendre du LSD, et donc que c'est très dangereux pour les élèves. Toujours dans ces pratiques transversales, il y a un autre domaine de recherche qui s'est intéressé au lien avec le développement des compétences psychosociales. Ce sont les recherches en psychologie positive, aussi un champ très critiqué en France. On pourra y revenir également. Donc, les interventions de psychologie positive, je vais y revenir plus en détail, mais la psychologie positive, c'est l'étude des conditions et des facteurs qui vont permettre l'épanouissement des individus et leur fonctionnement optimal dans le quotidien, donc notamment dans le domaine scolaire. Et donc, ces interventions, elles vont permettre aux élèves d'orienter, par exemple, davantage l'attention vers leurs ressources, vers les interactions positives, plutôt que d'être impactés par ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est une tendance naturelle chez l'humain à orienter davantage l'attention vers tout ce qui ne va pas dans le quotidien. Donc notre attention, elle est happée par exemple, si vous avez une classe devant vous et qu'il y en a un qui se met à bâiller, vous vous dites « Ah, mon cours, il est vraiment ennuyeux, je ne devrais pas être prof, de toute façon, je vais démissionner, etc. » Mais vous n'avez pas vu que les 3/4 des élèves, en fait, sont très intéressés par votre cours, répondent aux questions, parce qu'il y en a un qui ne répond pas quand vous lui posez une question et vous vous dites « Voilà, personne ne comprend rien ici. » De toute façon, on se demande bien ce que vous faites à l'école. Et du coup, on se retrouve avec ce biais où, à la fin de la journée, on n'est pas du tout satisfait parce qu'on va retenir les quelques points négatifs. Alors, ils peuvent être nombreux, ça dépend des classes, mais en tout cas, on retient en priorité ce qui ne va pas. Et l'objectif des pratiques de psychologie positive, c'est de rééquilibrer l'attention. C'est-à-dire, bien sûr, on va voir ce qui ne va pas, mais on va s'entraîner à voir aussi le reste. Et notamment, lorsqu'on essaye d'aider les élèves en difficulté, c'est difficile parce qu'on est tellement impacté par ce qui nous dérange. Ils font le bazar en classe, ils n'apprennent pas, etc. Ils répondent mal aux questions, qu'on n'arrive pas à voir l'élève d'une autre façon. Et donc, c'est un vrai entraînement de l'attention, d'apprendre à voir les moments où il a un comportement prosocial en classe, les moments où il est concentré en classe. Et du coup, on va chercher à renforcer ça en le repérant soi-même et en le signalant à l'élève. Donc, le travail de ces pratiques permet de diminuer ce qu'on appelle le biais de négativité, ce qui va permettre de favoriser l'utilisation, la mobilisation de compétences psychosociales d'ordre cognitif, donc notamment le développement d'une auto-évaluation positive. Ça fait partie des compétences psychosociales, donc cette capacité à avoir confiance dans ses compétences, confiance dans sa capacité d'apprentissage. Sur les émotions, puisque si on est capable, bien sûr, on va voir ce qui ne va pas, mais si on est capable de contrebalancer avec d'autres relations plus constructives, eh bien, on a un rééquilibrage émotionnel qui est plus rapide que si on ressasse, on rumine toute la journée cette interaction avec le collègue avec qui ça ne se passe pas bien. Et ça permet aussi de développer davantage de conduite de coopération, puisque lorsqu'on développe une vision plus positive des autres, on a davantage tendance à coopérer qu'à critiquer. Donc, de la même manière que pour les interventions de pleine conscience, on a des effets sur ces compétences psychosociales, on l'observe avec les interventions de psychologie positive. Donc là, je vous ai mis quelques références avec la définition de la psychologie positive. Comme pour la pleine conscience, il y a énormément d'articles publiés, à peu près 2000 par an. Donc vous pouvez trouver des revues de questions. Là, je vous ai mis la plus récente sur les interventions en milieu scolaire, si vous voulez les regarder plus spécifiquement. Donc on voit à la fois des effets sur les compétences psychosociales, sur les résultats scolaires. Donc vous pourrez regarder plus en détail. Alors qu'est-ce qu'on retient de cet ensemble de champs de recherche qui aujourd'hui convergent autour de la question du développement des compétences psychosociales? C'est qu'il existe différentes façons efficaces de développer ces compétences psychosociales qui, à ce jour, n'ont pas été comparées entre elles. Donc on sait qu'elles sont efficaces et ce qui est important, c'est à la fois que les interventions proposées vous correspondent à vous, ceux qui mènent les actions dans les classes, correspondent sur le plan culturel, sont en lien avec le projet d'établissement. Donc, en fait, vous avez le choix entre plein de types de pratiques, plein de façons de pouvoir développer ces compétences. Il n'y en a pas, pour l'instant, une considérée meilleure qu'une autre.
Ce qui est important aussi à retenir, c'est que même si les méta-analyses montrent l'efficacité des interventions en milieu scolaire, donc 1 heure d'atelier par semaine, ce qui est encore plus efficace, c'est de travailler sur le contexte dans son ensemble. Et comme on l'a vu, demander aux enseignants de développer les compétences psychosociales de leurs élèves dans le quotidien de la classe, alors qu'eux-mêmes sont dans des conditions de travail souvent très compliquées, c'est trop demandé. Donc on peut aussi risquer de mettre un poids supplémentaire sur les épaules des enseignants, des chefs d'établissement, sans leur donner les moyens en fait, de faire ça correctement tout en respectant leurs propres besoins. Donc il y a vraiment cette importance d'un travail sur les contextes favorables au développement de ces compétences pour tous, et donc des contextes qui vont mieux respecter les besoins psychologiques fondamentaux, pas seulement des élèves, mais aussi des adultes, puisque nous aussi, en tant qu'enseignants, on a des directives qui arrivent d'en haut, on n'a finalement pas autant d'autonomie peut-être que ce qui serait le plus utile dans le quotidien de la classe. Donc en termes de perspectives futures, on est en train de développer différents formats de formation avec des accompagnements dans les classes, des co-constructions de séquences pédagogiques pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vraiment développer cette posture professionnelle qui favorise le développement de compétences psychosociales dans la classe sans avoir besoin de faire forcément des ateliers spécifiques en plus. Donc vraiment dans le contexte de la classe du quotidien. On est aussi en questionnement parce que alors bien que les élèves aiment bien les ateliers sur les compétences psychosociales, ça reste quand même une compétence de plus à développer qui ne répond pas tout à fait à une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que développer la gestion des émotions ou la gestion du stress, bon, les élèves, ils ont compris qu'on leur avait dit que c'était important, mais ils n'ont pas vraiment une motivation complètement autonome sur le développement des compétences psychosociales. Et donc, dans certaines classes, ça peut être très difficile, en fait, puisque c'est quand même basé sur un choix très personnel de se dire, je vais aller observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais identifier mes émotions, les exprimer. Si on n'a pas envie de faire ça, ben, c'est compliqué de les tirer en disant, si, là maintenant, il faut parler des émotions. Et donc, le projet qu'on a avec l'Observatoire du bien-être à l'école, ce serait en fait d'intégrer le développement de ces compétences psychosociales, mais d'un projet dans lequel les élèves se sentent vraiment motivés, notamment des projets pro-environnementaux ou des projets solidaires. Donc, ils vont être amenés à construire un projet qu'ils décident eux-mêmes de faire. Et dans le processus de construction de projet, on mobilise beaucoup de compétences psychosociales et donc il faut les travailler. Parce que du coup, déjà pour se mettre d'accord ensemble sur le projet, ben, ça va être compliqué. Donc il faut apprendre à s'écouter, à s'exprimer devant le groupe, à faire preuve d'esprit critique, de pensée créative pour résoudre les problèmes, etc. Donc toutes ces compétences, on va les mobiliser dans ce processus d'un projet qui les touche, qui touche la condition animale, les personnes qui sont à la rue, etc. Donc des choses qui touchent les jeunes aujourd'hui et sur lesquelles ils ont envie de s'engager. Et dans ce processus d'engagement, ils peuvent développer leurs compétences. Et donc, dernier point sur lequel on va travailler plus spécifiquement, c'est vraiment cette question des contextes, c'est-à-dire que peut-on faire au niveau du système plus globalement, et en tout cas déjà au niveau des établissements scolaires, pour aider les chefs d'établissement à développer ces contextes favorables et aider dès la formation initiale, les enseignants, les personnels d'éducation, à développer ces compétences pour pouvoir mieux collaborer en tant qu'équipe d'adultes, puisque souvent on se trouve très seul finalement dans son travail. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence très très intéressante. On a le temps pour 2-3 questions. Vous avez une grande pause café qui vous attend ensuite juste ici, donc vous ne perdrez pas trop de temps. Il y a 2 micros, donc vous pouvez seulement lever la main et on vous l'apportera. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était vraiment intéressant. Moi j'ai une question générale, est-ce qu'il existe des choses dans la littérature sur qui sont les enfants qui bénéficient le plus de ce type d'intervention ?
Parce que vous avez évoqué au tout début que peut-être dans les milieux défavorisés, on aura encore plus besoin de mettre en place ce type d'intervention qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Oui. Donc, dans tous nos programmes de recherche là, qu'on mène depuis plus de 15 ans sur les interventions en milieu scolaire, on s'est aperçu que ceux qui bénéficient vraiment de ces interventions, c'est ceux qui vont le plus mal au départ. Donc, globalement, souvent, sur une classe, on n'a pas forcément d'effet significatif. Et c'est seulement quand on sépare, parce qu'en fait, il y a un effet plafond, c'est-à-dire beaucoup d'élèves, finalement, vont assez bien, contrairement peut-être à ce qu'on a l'impression, puis aux chiffres de harcèlement. En fait, les enfants sont très résilients, arrivent à faire face et finalement, on score assez bien sur les échelles. Et donc, c'est plutôt ceux qui vraiment vont pas bien au départ, pour qui ça va faire une différence. Par ailleurs, et du coup ça contraste un peu le propos, par ailleurs, on sait aussi que ce qui a le plus d'influence sur le bien-être de l'enfant, c'est ce qui se passe dans la famille. Donc si on ne travaille pas avec la famille, on fait ce qu'on peut à l'école, on va dire, mais le poids reste faible par rapport au poids de la famille. Donc c'est vraiment une dimension importante à prendre en compte, cette question de comment travailler vraiment sur la coéducation, famille, école, et pas se dire non, les familles restent à la porte et nous, on sait ce que c'est l'éducation, mais eux, ils font n'importe quoi à la maison. Donc, comment on peut être vraiment dans cette collaboration plus fine. Et puis, par ailleurs, ça c'est plutôt nos recherches sur les étudiants, qui ont montré que plus les étudiants ont des compétences psychosociales, en particulier les compétences émotionnelles développées, plus ils bénéficient des programmes de psychologie positive de pleine conscience. Donc il y a une sorte de littératie, on va dire, des émotions qui est vraiment importante pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, mieux comprendre comment ces outils peuvent m'être utiles dans le quotidien, si on a déjà développé un peu les compétences émotionnelles. Donc c'est pour ça qu'on vise en priorité les compétences émotionnelles dès le plus jeune âge, pour pouvoir avoir ce socle de meilleure capacité à repérer ce qui se passe, comment on peut agir dessus, et après développer là-dessus les compétences sociales, les compétences cognitives. Et on va dire, à la base, c'est important de comprendre les émotions, de les nommer, de pouvoir les exprimer. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Catherine et j'ai une association qui accompagne des adolescents en rupture et en décrochage scolaire. Et en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt aller dans votre sens. C'est que, outre le travail sur la rencontre de soi, on a lancé maintenant depuis un certain nombre, enfin depuis une année à peu près, un atelier qui s'appelle Accrochage citoyen égale accrochage scolaire. Et on travaille avec ces... Alors évidemment, c'est une sensibilisation. C'est destiné à des élèves qui ont entre 14 et 17 ans. Et c'est une sensibilisation à toutes ces problématiques du monde du vivant, du développement durable, de l'écologie, etc. Et de leur montrer en fait de tout le rôle qu'ils peuvent avoir dans la société. Et justement, on travaille principalement dans des milieux défavorisés, avec des élèves qui sont dans des sections professionnelles, donc des sections de relégation. Et on voit que d'abord, ils n'ont pas conscience qu'en fait, ils ont déjà toute une série d'actes citoyens de manière totalement naturelle, mais sans savoir de quoi il s'agit réellement, et que par ailleurs, en les découvrant et en travaillant toutes ces choses qui finalement prennent du sens pour eux, en fait, ils se sentent beaucoup plus accrochés à l'école. Et on a pu l'observer ici pendant 1 an maintenant, parce qu'avant, on travaillait principalement la rencontre de soi. Et voilà, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc, ce que vous dites me conforte tout à fait et me rassure sur notre travail aussi, en fait. Donc, merci pour ce témoignage. Votre association s'appelle comment? Mon association s'appelle Odyssée ASBL, donc association sans but lucratif, et on est en Belgique. Ah d'accord, ok. Voilà, et on a déjà accompagné on existe depuis 22 ans, et de manière générale, on a déjà accompagné, je ne sais pas, 10 000 jeunes, certainement. Quoi. Merci. Voilà, merci à vous surtout. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à l'évaluation des compétences transversales, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, notamment en Suisse, pour intégrer les compétences transversales dans les cursus scolaires.
Par contre, quand il s'agit de les évaluer concrètement comme finalement n'importe quelle autre compétence, eh ben, c'est là où ça devient beaucoup plus difficile. Et donc je voulais savoir si vous aviez des connaissances par rapport à si ça s'est déjà mis en place en France ou s'il y a des initiatives de ce genre pour finalement rendre ces compétences évaluables comme n'importe quelle autre compétence, ce qui permettrait éventuellement de les développer beaucoup plus dans les cursus et en faire finalement des disciplines à part entière d'une certaine manière. Oui, c'est intéressant. Je pense que ce serait un débat en soi, de savoir si on veut qu'elles soient prises en compte comme des disciplines à part entière ou pas. Les deux peut-être se défendent. En tout cas, nous, au niveau de la recherche, on a développé des outils pour évaluer les compétences psychosociales. Donc peut-être ça répond en partie à votre question. Donc il y a à la fois un questionnaire qui sera publié très prochainement dès que j'aurai le temps de finir l'article. Mais je pense que vous pouvez déjà le trouver dans le référentiel de Santé publique France en ligne. Je pense qu'il est en annexe. Et on a aussi développé des tâches collaboratives où on a une grille d'observation pour observer les comportements, les compétences sociales en action. Donc c'est une tâche de coopération et on évalue le degré de compétences sociales de chaque élève. Mais bon, ce serait peut-être pas simple pour que tous les enseignants se mettent à coder ce type de tâches. Par contre, avec d'autres collègues, et notamment Philippe Gay ici présent, il y avait cette question de comment finalement, puisqu'on parle de compétences transversales, ça va aussi comprendre les compétences d'engagement citoyen, les compétences liées au développement durable. Donc on a fait une grille qui permet de rassembler à la fois compétences psychosociales et comment elles vont être utiles au développement durable. Et dans le cadre de séquences pédagogiques, il y a des parties d'évaluation et auto-évaluation sur à quel point finalement je connais par exemple mes valeurs, à quel point j'arrive à identifier mes objectifs qui sont importants pour moi aujourd'hui. Donc je pense que ça peut être des moyens vraiment à la fois d'auto-évaluation et puis d'évaluation par l'enseignant, de voir où en est chaque élève de ces compétences-là. Donc ça peut être une piste, on peut vous transmettre ces outils en cours de finalisation en Suisse. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question, en fait, pour rebondir à une de vos formulations tout à l'heure en disant qu'en fait, c'était des compétences en plus. Et je suis pas complètement sûre de la pertinence de dire que c'est des compétences en plus, des compétences qui s'entrecroisent, qui s'interagissent. Et je me demandais dans quelle mesure, quels sont les conseils que vous pouvez proposer aux enseignants pour contextualiser davantage le développement de ces compétences, en sachant que les compétences socio-émotionnelles et les compétences cognitives, elles vont de pair. Donc, comment, dans une tâche d'apprentissage scolaire, on peut tout à la fois amener l'élève à développer des compétences de résolution de problèmes, mais aussi développer des compétences émotionnelles, etc. Donc, je voulais juste que vous puissiez davantage préciser cette importance du contexte. Alors, juste pour rebondir sur les compétences en plus, c'était plus lié à des observations sur le terrain. On a vu que certains élèves ne sont pas du tout engagés dans ces ateliers. Et du coup, ça nous a posé question parce qu'ils sont présentés de façon ludique, c'est que de l'expérientiel, c'est des relations constructives. Donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'adhèrent pas? Donc, c'est plutôt venu de là. On a, dans le focus group, à la fin, on a posé des questions. Pourquoi alors, du coup, c'était un peu comme dans les autres cours pour vous? Et parce qu'effectivement, c'était imposé. Donc, c'est... aujourd'hui, on travaille sur les émotions. OK, on travaille sur les émotions. Mais si ce n'est pas vraiment compris comme quelque chose qui va être utile pour moi, qui va servir à quelque chose qui me porte, c'est plus compliqué à s'engager. Et pour revenir sur la partie contextualisée, en fait, la proposition, elle est de se dire, quand on fait de la résolution de problèmes, on ne peut pas juste laisser les émotions de côté. Ça n'existe pas, en fait. Donc, on va faire avec ces émotions. Et donc, le travail sur les émotions, il est plus si
Ben, par exemple, vous distribuez les feuilles d'exercice de maths et là, il y en a la moitié qui se mettent à soupirer. Ben, ça, c'est une expression d'émotion. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, ça peut nous irriter en tant qu'enseignant, ça va nous énerver. On dit, ben, quand même, vous êtes là pour travailler, etc. Mais on peut aussi se dire, ah ben non, c'est l'occasion de parler de ces émotions. Ben oui, c'est pas facile d'être là assis pendant 8 heures par jour, de faire ce qu'on vous dit. Alors, comment on pourrait faire pour que vous vous sentiez engagé dans ce travail? Est-ce que, par exemple, si on commençait par faire tel type d'exercice plutôt que l'autre, ça vous conviendrait mieux? Et du coup, là, on répond au sentiment d'autonomie, à la proximité relationnelle, puisque à partir du moment où on est capable de parler des émotions, eh bien, on est capable d'entrer en relation avec l'autre en tant que personne. Donc, c'est plutôt cette idée de développer ces compétences dans le quotidien avec ce qui arrive en classe, au lieu de fuir les émotions, de les rejeter, d'être énervé par ça. Donc, c'est pas tant dans l'exercice de maths, on vous demande d'abord d'écrire vos émotions, mais c'est plutôt dans le contexte de l'interaction. Comment on fait avec ah, ben tiens, ok, là, ce que je vois, c'est que visiblement, il y a des tensions entre vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Est-ce que dans les ateliers, vous avez travaillé sur les compétences sociales? On a travaillé sur quoi? L'empathie, c'est quoi? Et du coup, on reprend. Ben, c'est prendre la perspective d'autrui. Ok, alors, est-ce que ça vous semble possible dans cette situation? Donc, voilà, c'est plus pour mobiliser ça, pour résoudre les difficultés en fait, du quotidien qu'on rencontre. Merci. Mais ensuite, juste une précision, il y a tout un travail qui a été fait ensuite par l'association Scolavi, que vous pouvez trouver sur le site de Scolavi, de correspondance entre les matières elles-mêmes et le développement des CPS. Donc comment, dans un cours de français, avec les textes qu'on choisit, on peut développer les CPS, comment en sciences de la vie et de la terre, selon les types de sujets, ça développe les CPS, etc. Donc ça, vous pouvez trouver vraiment la correspondance par matière.